On est dans un autre épisode du Grand Saut aujourd'hui. On est avec Martin et Célina, donc courtiers immobiliers ont une équipe de courtage. J'aimerais dire, je sais pas, on peut l'affirmer, mais du moins une des équipes les plus performantes chez Sutton, si c'est pas la plus performante de chez Sutton. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment de votre histoire. On veut apprendre à vous connaître, on veut vous laisser aller, puis on veut vraiment avoir aucun filtre. Donc je vous laisse vous présenter. On va commencer peut-être avec Célina. Ouais. Oui. Alors, bonjour. Merci de nous accueillir à votre podcast. Ben, c'est ça. Martin et moi, on travaille ensemble maintenant. On a bâti une équipe. Mais à la base, moi, je suis une fille de communication. Une fille qui a travaillé en relations publiques pas mal toute sa carrière. Et pour moi, l'immobilier est devenu, dans le fond, comme une deuxième carrière au début des années 2020. Et voilà, j'ai un bac en com. Bonne différence avec l'immobilier. Quand même connecté oui, en quelque sorte. Oui, connecté parce que l'immobilier, c'est un métier de relation. Ouais. Puis les communications, c'est aussi ça. C'est aussi une job de relation avec les gens, relation avec les médias, relation avec le public. Donc, je pense que ça me sert à tous les jours. Ça, c'est certain. Ben écoute, merci Célina de me faire une belle introduction. On travaille ensemble depuis bientôt 5 ans, donc moi je suis papa, j'ai 2 avec Célina naturellement parce que on est associés. On est mariés depuis 16, ça va faire 16 ans cette année. On a 2 jeunes filles, donc ça nous amène vraiment un challenge au niveau des horaires en tant que être les 2 courtiers. Avant d'être courtier immobilier, ça fait depuis 2016 que je suis courtier. Donc, avant d'être courtier, j'étais différentes fonctions. J'ai été emballeur chez Steinberg et chez Metro. Pour ceux qui ne savent pas, Steinberg, c'est avant IGA. Ouais, ben ça fait longtemps, là. Ça fait vraiment longtemps. On ne dira pas à quelle année. J'ai travaillé par la suite au gouvernement fédéral dans des fonctions comme chef de cabinet pour 2 ministres, au cabinet du premier ministre. Par la suite, parce que je traite toujours à Ottawa, je suis revenu à Montréal. Là, je suis devenu lobbyiste pour une compagnie pharmaceutique. Okay. Et j'ai fait un changement de carrière parce que, comme Célina va peut-être vous le dire plus tard, elle était étonnée de me voir chialer sur ma job. Ah! Des fois, c'est un signe, hein? C'est un signe. Mais je suis content que vous avez parlé que vous aviez un passé avant l'immobilier. Puis souvent, ce qu'on voit aussi, c'est que les gens se lancent en immobilier comme deuxième carrière ou comme deuxième... un deuxième temps. Puis ça amène des qualités que pas tous les courtiers ont pour chaque personne. Ça amène un réseau aussi. Puis bon, d'avoir eu des jobs tous les deux qui sont un peu avec les gens, des jobs en relations publiques, Martin en relations gouvernementales. Ben, on s'est créé aussi un réseau qui est quand même très vaste, là, puis un réseau qui n'est pas juste à Montréal, un réseau qui est aussi un peu partout au Canada. Fait que c'est sûr, quand je pense que tu commences ta deuxième carrière, ça t'aide d'avoir déjà aussi un réseau. Oui. Un réseau de connaissances, un réseau de gens qui peuvent te référer. Mais c'est sûr que tu as des qualités que tu as été chercher dans ta... Puis tu as une expérience de vie, hein? C'est sûr aussi, on se lance dans l'immobilier, on était déjà propriétaire, on était déjà à un autre niveau, on n'était pas encore investisseur. Mais on avait déjà une certaine expérience de vie. Puis aussi de savoir gérer des situations avec des gens, savoir gérer l'émotionnel, les motifs. Le rôle de psychologue. Le côté psychologue, oui. Le côté psychologue. Autre tâche connexe aussi, je pense. Oui. Puis je pense aussi, quand tu te lances en affaires, d'avoir un coussin financier, ça aide. Donc, on était bien dans le ciel, là. C'était quand même... Puis moi, j'avais une job qui était stable à ce moment-là quand Martin s'est lancé en immobilier. Donc, si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ben tant mieux. C'était un peu ça qu'on s'était dit. Là. Martin s'est lancé en premier. Mais pourquoi tu as choisi l'immobilier? Je veux dire, il y avait une panoplie d'autres métiers qu'on aurait pu sélectionner. Pourquoi l'immobilier? Alors, la meilleure réponse que je peux te donner, j'ai choisi l'immobilier à mon insu. Okay. Je pense que ça vaut vraiment la peine que Célina... Non, si vous allez comprendre, c'est Célina qui m'a poussé vers l'immobilier. J'ai reçu un matin en 2015 un courriel me confirmant que j'avais été inscrit à une soirée d'information pour le courtage immobilier. Je m'étais pas inscrit, Dominique. C'est Célina. C'était pas un spam? C'était pas un spam non plus. Tu as reçu un beau courriel du Cégep de Maisonneuve qui te confirmait ce soir-là que tu avais une rencontre d'information pour le cours de courtage. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Je me suis pas inscrit. Célina, je me suis fait hacker. Non, c'est Célina qui m'a confirmé. Non, écoute... Ben, tu sais, je le voyais qu'il commençait à être un peu tanné de sa job, puis il avait besoin de changement.
Puis c'est un go-getter dans la vie, Martin. Fait que moi, j'avais été au Cégep Maisonneuve. Là, fait que des fois, je recevais encore les communications des alumni. Puis là, je vois le programme qui sort. Puis je dis, c'est drôle, il est tout le temps en train d'écouter des émissions d'immobilier à télé. Il n'y avait pas encore Selling Sunset dans ce temps-là. C'était plus vendre à New York. Là. Fait que je l'ai inscrit. Puis j'ai dit, mais regarde, vas-y, va voir qu'est-ce que ça donne. Puis il a décidé de faire son cours après. Ça tombait que dans notre vie, j'étais enceinte de notre première. Fait que je me disais, ben c'est le meilleur moment. Tu vas travailler, tu vas aller à l'école le soir. Il n'y a pas de rush. Moi, j'étais à la maison. Le timing était bon. OK. Fait que j'ai commencé, quand j'ai commencé comme courtier, j'ai commencé seul. J'avais déjà un emploi, donc l'image... Temps partiel? Temps partiel comme courtier. J'avais un travail à temps complet au centre-ville pour une fondation. Littéralement, je me cachais dans les toilettes pour retourner des appels. Je travaillais dans le train parce qu'à l'époque, je faisais le train aller-retour de mon domicile au centre-ville. Donc là, je me cachais. Je faisais ça à temps perdu, les soirs, la fin de semaine. Fait que là, à un moment donné, c'est mon directeur d'agence qui m'a vraiment mis... À un moment donné, t'avais plus de vie, là. J'avais plus de vie. Puis on va se dire vraie chose. Je pense que l'immobilier temps partiel, ça fonctionne pas, là. C'est exactement ce qu'on disait. Je te le confirme. Non, on le voit. Vous avez une équipe, vous voyez le monde rentrer qui arrive à temps partiel. Je veux juste me faire un coussin, je veux juste partir. L'immobilier, c'est all-in ou all-out. Ton coussin, tu le fais avant de te partir à l'immobilier, pas pendant. Tu viens pas parce que ça prend 6 mois avant de commencer à faire de l'argent. Si tu as travaillé fort. Si tu as travaillé fort, exactement. Donc, puis je me rappelle tout le temps, la première fois que j'ai eu mon premier listing, j'étais toute fière. J'ai dit sur Facebook, hey, j'ai mon permis. Tu as été chanceux quand même. J'étais vraiment chanceux. Puis j'ai un ami, Tommy, qui a vu mon post. Il dit, ça tombe bien, je veux vendre ma maison. Un ami qui me contacte. Prenez pas ça en note, ça arrive pas à tous les courtiers qui se lancent. J'ai vraiment été chanceux. D'où l'importance d'avoir un bon réseau. Oui, certainement. Qu'ils le sachent aussi. Oui, c'est ça. Faut le dire. Mais écoute, c'est la journée, je pense, que tu as eu ton permis. Tommy t'a dit, je veux vendre ma maison. Tu es allé le voir le lendemain matin. T'avais rien, t'avais pas de carte d'affaires, t'avais pas de pancarte. Pas de formulaire encore. J'avais même pas encore mon inscription pour les formulaires électroniques. Je l'ai fait à mi-temps, le contrat. Super. Ouais, puis c'est là que tu appelles ton directeur d'agence. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ben oui. Mais il est content d'un listing. J'ai un contrat. Littéralement. Donc, j'ai commencé à temps partiel. Après ça, après un an, j'ai quitté mon emploi. J'ai commencé à temps plein. J'ai engagé une première adjointe. Après ça, il y a un bureau d'arpenteur géomètre avec qui je travaillais beaucoup et avec qui je travaille encore beaucoup. Me dit, t'as de l'air fatigué. J'ai une amie qui est courtier, qui cherche à rejoindre, à collaborer avec un autre courtier. Donc, je l'ai rencontrée, Marie-Claire, puis elle est avec nous depuis 7 ans. 7 ans? Mais ça va faire 7 ans. Ça va faire 7 ans, oui. Le temps passe vite. Et puis, on a commencé à rentrer tranquillement comme ça, temps plein, quelques sous à gauche puis à droite. Mais vraiment, je le dis avec tout le respect, mais c'est vraiment avec l'arrivée de Célina que l'équipe, elle a vraiment explosé. Puis elle était arrivée à un très bon moment, mars 2020. Je vois le genre. Mais tu sais... Mais ça m'apporte justement à poser une question, à savoir... Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir te lancer après avoir vu tout ce que Martin avait passé? Est-ce que c'était à ton insu aussi? Non, pas du tout. C'est toi qui l'as inspiré. C'est moi qui l'ai inspiré. Payback! C'était bien réfléchi, là. Il faut se ramener... Pas des fêtes 2019. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, congé de maternité, je retourne à la job. Tu sais, pour une fille, là, puis c'est un sujet qu'on parle pas souvent, là, mais quand tu as pris un an de break de congé de maternité, puis tu reviens dans ta job, là, la terre, elle arrête pas de tourner. Là. Le monde avance, t'arrives, t'as plus les mêmes dossiers. Ah, écoute, t'es parti pendant un an, on a donné tes dossiers à tout le monde. Tu essaies de refaire ta place. Je me sentais plus à ma place. C'est comme repartir à zéro alors que j'étais une senior. Là, je me sentais plus à ma place. Puis là, je me disais, il faut que je change de job. Je suis tannée d'être si j'étouffe. Tant qu'à recommencer à zéro, je vais recommencer à zéro ailleurs où je vais être de la nouveauté. Tu sais, je serais plus comme une des anciennes tablettées. Là. Ouais, je comprends. Puis je me cherchais une job, en fait. Puis c'était quoi? À l'automne 2019, je m'étais fait offrir une job. J'avais le contrat, là, une maudite bonne job, là, tu sais, au-dessus de 100 000 avec fonds de pension, package. Du vrai 9 à 5. Là. Du vrai 9 à 5 à même pas 10 minutes de la maison. OK. Wow. C'était vraiment génial. Mais je sentais pas l'espèce de thrill de le faire, tu sais. Puis je me disais, j'ai l'impression de refaire la même job, mais juste dans des meilleures conditions. Ça va-tu m'amener autant de plaisir? Ça va être correct pendant 2 ans, puis après ça, je vais trouver ça plate.
Fait qu'à un moment donné, le temps des fêtes, on se parle. Puis j'ai dit, écoute, Martin, il me semble que si j'irais travailler avec toi, là, on arriverait à une autre étape. Il me semble qu'on mettrait un peu de structure, t'es un peu désorganisé. Elle m'a vraiment scié les jambes quand elle m'a dit ça, j'en revenais pas. Puis là, lui, il est comme, il n'est pas question qu'on travaille ensemble. Là. Littéralement, j'ai dit ça, ouais. Fait que là, sur le coup, j'ai fait, ouais, OK. Quel accueil. Ouais. Je pensais qu'elle allait. Je travaillais déjà un peu avec toi. Tu me demandais tout le temps ton opinion sur tes flyers. Je faisais des affaires pour toi. Parce que tu avais l'expertise. J'avais l'expertise. Puis... Et de comme gratis à la maison, tu en profites. mais j'aimais ça aussi. Moi, quand tu m'apportes un projet, là, puis je trouve ça cool, là, je m'en fous, je regarde pas les heures. Je vais travailler jusqu'à 3 heures du matin. Je vais le faire, c'est le fun. Puis. Tu es en train de faire la job description pour un courtier. Tu travailles jusqu'à 3 heures du matin. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Mais c'est ça, fait que on en parle pendant le temps des fêtes. Fait que là, on se dit, OK, on devrait l'essayer. Lui, il était bien en selle, ça allait bien ses affaires. Moi, j'avais un bon coussin. Je me disais, ben, coudonc, je vais simplement... je me suis pris, dans le fond, un 2 ans sabbatique. J'ai négocié un 2 ans sabbatique à ma job. J'ai refusé l'autre job qui arrêtait pas de m'appeler. Et puis, je leur ai demandé un 2 ans parce que je me suis dit, écoutez, à l'époque, je travaillais dans le domaine du financement d'entreprise, mais en com. Puis je leur avais dit, vous êtes en train de monter des programmes pour aider les femmes à se partir en affaires. J'ai un projet d'affaires, donnez-moi un 2 ans. Ils me l'ont donné. J'ai bien négocié mes affaires. Puis c'est ça, j'avais comme un petit peu cette liane-là de sécurité. Je suis jamais revenue. Fait que janvier, j'ai donné ma démission. Ma date effective de départ était comme au mois de mars. Le mois de mars arrive, j'ai plus de job. La COVID arrive, on peut plus travailler. Là, je me suis dit, hey boy, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Les deux, on travaille pas. On a une équipe à nourrir, comme tu disais tantôt. Puis... Une hypothèque à payer, parce que le gouvernement... Ces affaires-là, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas. Là, non, ils ont de la sympathie, mais ils n'arrêtent pas plus. J'ai pris un sabbatique, j'ai pas un package, là. Fait que... Mais je regarde un peu, au moins vous aviez quand même une certaine expérience de vie, vous aviez un petit coussin. Souvent, vous rencontrez des courtiers qui n'ont pas de coussin, qui se lancent en affaires. Puis moi, quand j'ai commencé en immobilier, j'avais 30 000 $ de dette. Je me suis lancé à l'eau de la construction. J'ai dit, let's go, on y va, on va voir comment ça se passe. Mais dans un autre âge, je ne sais pas si aujourd'hui, je prendrais les mêmes risques, les mêmes décisions. J'ai deux petites filles aussi. Donc, ça vient changer un peu la dynamique quand vient le temps des enfants. Puis après ça, de commencer à travailler ensemble. C'est une autre réalité. Oh, oui. Parce que moi aussi, je l'ai vécu. Ma femme était infirmière à l'urgence de Sacré-Cœur. Elle avait vu mon mode de vie. Je commençais à faire des sous en immobilier. Puis elle faisait des chiffres, en fait, des TSO qui appellent obligatoires. Donc, elle faisait... temps supplémentaire obligatoire. Oui, exactement. Temps supplémentaire obligatoire. Elle travaillait un week-end sur 2. Puis en plus, les journées fériées, elle devait y aller. Puis là, elle voyait moi qui partais au Mexique une semaine, qui allait là, qui faisait ci. Elle dit, moi aussi, je veux vivre ça, je peux pas faire ce que je veux en ce moment. Fait qu'au mois de décembre, on était dans l'auto, puis les Maximes s'en venaient au mois de février, c'était l'événement. Puis elle dit, je pense que je vais faire le saut. Puis ça, cette année, ça? Non, ça fait 4-5 ans de ça. OK. Mais, comme ça, c'était pour dire, en fait, qu'on a commencé à travailler ensemble, puis ça faisait déjà 8 ans qu'on était ensemble, non, pas 8, pardon, 6 ans à ce moment-là qu'on était ensemble. On est solide, ça va bien aller. On commence à travailler ensemble. Ça a été quoi, vous, votre réalité quand vous avez commencé à travailler ensemble? On s'est vraiment défini nos carrés de sable. Oui, sinon on allait se pogner. Lui, il m'avait clairement dit, tu ne me donnes pas ton opinion sur mes transactions. Je t'écœurerai pas sur comment tu vas gérer l'équipe ou le plan d'affaires ou les systèmes que tu vas mettre en place. C'est pas J'étais mal pas ça. Courtier non plus encore. Fait que je me suis dit, me garder une petite gêne, mais tu sais... Une grande gueule, j'aime ça me mêler de ce qui ne me regarde pas des fois. Là. Martin parle pas. Il a perdu sa langue. Je baisse même les yeux. Non, mais honnêtement, on se l'est dit dès le départ, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'autre, qu'est-ce que... Tu sais, il faut se définir, parce que si on se définit pas, on va toujours on va toujours se plier ses orteils puis ses doigts. Puis, tu sais, je l'aime beaucoup, je voulais pas la détester. Je voulais vraiment pas que ça tue notre couple. Ouais. Puis ça, je pense que encore aujourd'hui, on a justement, je pense, la belle ligne tracée dans nos deux univers. Tu sais, moi, je m'occupe pas du marketing, je m'occupe pas des opérations. À prendre des décisions, Martin, qu'est-ce que tu en penses? Écoute,
Si t'es d'accord, je suis d'accord. On se demande mutuellement nos opinions, là. C'est sûr. Moi, j'aime ça, avoir une deuxième paire de yeux. C'est sûr que là, je suis courtier aussi. Donc, j'ai mes mandats. On prend presque pas de mandats ensemble. Non. On en a quelques-uns. On en a eu quelques-uns, puis c'était très drôle. Oui, on en a quelques-uns, mais tu sais, toute la gestion aussi, parce qu'on est en train de développer aussi des partenariats d'affaires. Là, on en parlera peut-être plus tard, là, mais un peu du côté B2B. Là, ça, c'est un petit côté que moi, je veux développer. Mais, tu sais, Martin, il va pas s'embarquer dans cette lignée-là. Il va me laisser aller. Ouais. Puis, du moment que c'est positif pour l'équipe, ben, tant mieux. Why not? Puis, c'est ça. Puis, Martin, c'est un développeur. Fait que je vais le laisser aller là, dans quoi qui est bon. Là. Mais, je suis le département des plaintes aussi de l'équipe. Hein? Tu le sais, Dominique, quand il y a les courtiers dans l'équipe. C'est encore drôle. Mais moi, j'ai le département des plaintes de Martin. Martin, il a dit telle affaire. Il vient de me voir moi pour tempérer. Mais c'est drôle, hein? Et puis ça fait penser, nous autres ici au bureau, les courtiers, quand ils ont quelque chose à demander ou quoi que ce soit, ils savent qui aller voir dans l'équipe. Oui, exactement. Quand ils ont de quoi demander, puis qu'ils savent Martin va dire oui, ils vont plus aller voir Martin, puis quand c'est l'inverse, ben, ils vont faire le contraire. Puis... exact. Je le dis, je gère un CPE. Non, mais arrête, là, ils vont tout te taillir. Là. Non, mais c'est pas péjoratif. Gérer les gens, c'est ça. On gère des émotions. On gère des attentes, puis comme tu l'as dit, je pense, dans d'autres entrevues, tu sais, on a des bouches à nourrir, on a une responsabilité sur nos épaules. Donc, on est toujours en train de développer. T'sais, ça reste des travailleurs autonomes, mais n'empêche, il y a quand même une espèce de relation aussi, des fois, qui tend un peu vers la relation employeur-salarié, même si c'est travailleur autonome. C'est un drôle de mix. C'est un drôle de mix. C'est un mix où ils sont libres, ils ont la liberté, mais il y a quand même... Il y a des comptes à rendre. Ça va faire presque 3 ans que je fais ce podcast-là sur le Grand Saut, puis j'ai rencontré des propriétaires d'entreprises de tous les domaines. Et je leur explique toujours que de gérer des travailleurs autonomes, c'est comme gérer une différente bébite. Tu sais, d'avoir une équipe immobilière, c'est pas un employé-employeur. Non. C'est pas la même dynamique. C'est vraiment une réalité que seulement des personnes qui gèrent d'autres travailleurs autonomes peuvent comprendre. Parce que t'as pas le même, je vais faire comme emprise exactement sur... C'est pas des contractuels non plus. Ou tu sais, t'as pas un aussi gros leverage. Écoute, on a des délais à respecter. Voici ce qu'il y en est. Il n'y a pas d'échéancier. Mais c'est ça, c'est très drôle ce que tu dis là, parce qu'on est dans une business d'échéancier en plus. Définitivement. Si tu comprends pas cette dynamique-là d'échéancier, t'es pas faite pour être courtier. Puis souvent, ça, je leur disais, c'est une drôle de bébête à gérer. On est plus dans la gestion d'émotions pour que les gens se motivent et deviennent par eux-mêmes une nouvelle version d'eux autres. Que dans le écoute, je te donne plus de clients, tu vois, même si jamais vous donnez plus de clients, la réalité des choses, c'est que les courtiers, s'il n'a pas envie de rentrer puis de les appeler, il ne rentrera pas, il va pas les appeler pareil. Oui, c'est fait que c'est des espèces fait que c'est ça. Oui, c'est comme le développement, le motivateur, développement personnel. Puis si tu es capable de faire ça, ben ça va bien aller en immobilier. Ouais. C'est pour ça qu'il y a comme 2 ans, on a décidé de partir des rencontres mensuelles qui, des fois, sont 6 semaines parce qu'on a moins le temps, mais des rencontres mensuelles où on va des suivis. Faire comment des ça suivis va? sur... Oui, c'est ça, comment ça va, puis sur les objectifs. Tu sais, nous, on ne fixe pas des objectifs à nos courtiers. On leur demande à eux de se fixer leurs objectifs, puis d'arriver avec leur propre stratégie. On va les guider là-dedans. On va leur donner des trucs, on va leur donner des idées. Mais après ça, s'il veut atteindre telle affaire, puis il a dit qu'il allait faire A, B et C, ben, il faut qu'il fasse son A, B et C. Puis le mois suivant, pourquoi tu ne l'as pas fait? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Puis comme tu l'as dit, je pense, Samuel, c'est qu'on devait des motivateurs, on devait des coachs à l'interne. Ouais. Donc, il faut coacher notre gang parce que tu veux quand même, tu veux continuer de performer. Tu veux pas perdre la face devant des clients ou devant des leads, mais comment ça qu'ils m'ont pas rappelé? Donc, tu sais, on a des standards, nous, personnellement, que je veux que l'équipe maintiennent les mêmes aussi. Puis tu peux pas leur exiger, vu que c'est des travailleurs autonomes, mais tu essaies de leur imprimer ça dans leur façon de travailler. Ben, tu peux quand même exiger. Il y a des affaires que oui. Si tu rends pas à marchandise, c'est pas compliqué, t'es out. Tu vas attendre ton tour pour le prochain lead au niveau de la vente puis de l'achat. Ou il y a une intervention, puis t'es out. On a déjà, à un moment donné, on en a rentré un courtier, là, il a fait 4 semaines. Là. On l'a bien vu. C'était pas un bon fit. C'était pas un bon fit.
Mais on apprend aussi de toutes ces expériences-là. Puis on a un processus qui est beaucoup plus rigoureux aujourd'hui. Là. Rentrer un courtier dans l'équipe, là, des fois, ça prend comme 2-3 mois de suivi. Là. On veut vraiment être sûr que... Des entrevues, des tests à l'écrit, des scénarios. On valide les réflexes des gens. Fait que, tu sais, oui, c'est pas des employés, mais moi, je les traite comme étant des futurs collaborateurs qui vont, ils vont refléter notre image. Là, J'aimerais tout ça faire une transaction avec lui ou non? Ben, exactement. Exactement. Puis c'est un peu ce volet-là aussi que je veux toucher, parce que là, vous avez une belle équipe, vous avez une belle business, mais moi, je veux toucher plus le volet, la transition entre courtier indépendant, monter une équipe. Ça a été quoi les défis que vous avez fait face, puis la réalité, que ça soit point de vue monétaire, que ça soit point de vue temps? Il y a des défis à monter une équipe qu'on parle pas. Les gens pensent qu'on se lance une équipe, on va faire plus d'argent, plus de temps, ça va bien aller, tout est beau. Mais ça n'a pas été ma réalité. Je sais pas jamais. Je veux entendre la vôtre, ça a été quoi? Il y a des milestones. Oui, écoute, au début, on a toujours le même réflexe de dire on va rentrer un courtier dans l'équipe parce que j'ai pas de temps de m'occuper des leads qui rentrent, donc je vais me faire plus d'argent, il va s'occuper. Mais tu sais, le gars ou la fille... J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider parce que mais ça il faut déborde. quand même le coacher, il faut quand même lui expliquer comment je travaille. Nous, on a un modèle d'affaires dans notre équipe du côté de la vente. On est présent à chacune des visites, avec ou sans courtier collaborateur. Donc, ça implique un déplacement, puis Dieu sait qu'à Montréal, ça implique beaucoup de disponibilité, puis beaucoup d'investissement de temps. Donc, tu sais, on a commencé avec 1-2 courtiers, une adjointe. Mais t'as commencé aussi, t'étais pas dans un mindset d'équipe. T'étais dans un mindset de collaborateur. Je suis tout seul, puis j'ai une collaboratrice. Je travaille en duo. C'est là qu'était venue un peu l'idée du duo avec Marie-Claire. Là, à un moment donné, Cynthia est arrivée un peu comme une surprise. C'est elle qui t'avait sollicité. Puis t'as vu qu'il y avait un fit intéressant. Elle commençait comme courtier. Fait que t'as dit, je vais être capable de la former un peu comme moi, je travaille. Puis, fait que c'est vraiment quand vous étiez les 3 ensemble. Le trio. Le trio adjoint 2 courtiers, que là, l'idée d'équipe, c'est comme concrétisé. Puis là, vous avez fait une séance photo d'équipe, la première séance photo d'équipe. Puis là, t'as fait comme... Quand, là? J'étais même pas dans l'équipe. 2018? 2019? Non, 2019. Cynthia est arrivée en 2019. 2019, wow. Ah non, oui, c'est ça. 2019. Fait que là, je pense que c'est là, quand t'as vu le résultat des photos, t'as fait comme « Ah, OK, j'ai une équipe. » Puis là, j'étais arrivée en 2020, mais les premières réunions que j'ai assistées, là, je me disais « My God, je comprends pas comment ils fonctionnent. » Parce qu'on t'es en réunion, tout le monde autour de la table, puis là, ça parlait d'un dossier, puis là, ça parlait de l'autre dossier, puis là, ça revenait au même dossier, puis là, ça changeait de dossier, puis j'étais comme, mais comment je fais pour suivre? J'arrive. Toi qui es organisé. Tout était dans ma tête. J'avais pas de bon CRM. On avait des applications qu'on peut faire des suivis, mais on n'avait pas vraiment un outil qui nous permettait de faire du tracking sur qui a été contacté, qui a été relancé, est-ce que cette personne-là l'a visité? On a signé un contrat. Une vision d'affaires aussi. Une vision d'affaires, une méthodologie de travail. Fait que, tu sais, moi, quand je suis arrivée, première affaire, j'ai fait, OK, bon, la fille de marketing va se remettre un peu sur mes principes. J'ai pris ma feuille, puis je me suis dit, bon, on va faire mes schémas. C'est quoi le parcours client? Puis là, j'ai fait, OK, c'est qui nos genres de clients? OK, on a différents types de clients. On va redessiner le parcours client. Puis après ça, déterminer qu'est-ce qui arrive à quelle étape. Où est-ce que ça accroche? Où est-ce qu'on peut gagner du temps? Fait que j'ai vraiment passé, à peu près 3-4 mois là-dessus, à vraiment faire une espèce d'audit, de mapping. Puis c'est là que j'ai rentré des outils techno. On utilise beaucoup l'application Monday, qui est notre... comme de la gestion de projet, là. Fait que là... Gérer vos transactions. C'est ça. Puis là, il y a des automatisations là-dedans. Fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on a été capable d'automatiser. La fameuse perte de temps. Puis aussi, c'est que tes réunions qui prenaient comme 2 heures pour X quantité de transactions, on arrivait à faire des réunions beaucoup plus rapides pour plus de transactions.
Parce qu'on était juste mieux organisés. Plus maximiser son temps, tu sais. Ouais. Quand tu es plus structuré, tu n'as pas besoin de revenir 3 fois sur le même dossier. Si tu commences sur ce dossier-là, tu règles les affaires, passes au prochain. Fait que oui, à ta question, Dominique, il y a eu des investissements sur des outils technologiques, sur de la formation au niveau de l'adjointe d'équipe qu'on a engagée suite au départ de notre première adjointe. Ouais. Il y a eu un investissement aussi au niveau, à l'époque, il y avait des licences technologiques, mais il y avait aussi, je pense que j'ai décidé que j'allais peut-être faire moins de transactions parce que je devais coacher parce qu'on avait plus de gens dans l'équipe. Ouais. Donc là, je faisais moins de transactions, mais je me disais dans ma tête, ben toi, personnellement. C'est ça, mais je me collectivement, on en faisait plus. Mais je me disais, ils vont me ramener. Moins. Ils vont me ramener, ils vont développer des choses que je n'aurais pas eu le temps de faire. Mais j'ai vraiment sous-estimé des fois que, on parlait de fit, ben des fois, il y a des clients pour qui ça ne fit pas. Fait qu'il fallait reprendre le dossier, l'envoyer à quelqu'un d'autre, gérer la satisfaction client. Il y a beaucoup d'apprentissage sur le tas quand tu démarres. Je suis content de savoir que je n'étais pas le seul là-dedans. Non, écoute. Tu sais, aujourd'hui, là... que je parle, j'ai fait pas des podcasts, mais je me suis assis avec des grosses équipes à Montréal, puis je suis le seul qui vit ça. Non, tout le monde. On n'en parle pas, tu sais, les gens ont l'impression que le team leader. Mais tu sais, aujourd'hui, avec du recul, on est capable de rencontrer un client puis de faire comme, OK, lui, il va super bien travailler avec telle personne, mais ça prend du temps à en arriver là. Au début, c'est mécanique. J'ai un nouveau client, le prochain client va à celle-là, tu l'envoies. Ouais, tu fais la roulette. Là, après ça, tu te rends compte que ça marche pas comme ça. Non, il faut vraiment choisir en fonction des profils et des courtiers et des clients. Puis on a eu beaucoup d'essais-erreurs. Puis je pense que c'est correct. Il faut juste pas que le client se sente lésé dans tout ça. Mais tu sais, nous, à l'interne, il faut gérer aussi, comment ça, j'ai perdu le mandat? Ben, parce qu'il y a tel suivi qui n'a pas été fait. Puis nous, on a... Ou les atomes crochus sont pas là, des fois. Le client se sent des fois plus à l'aise avec un certain type de personne qu'avec un autre. Pour protéger le brand de l'équipe. Il y a le relationnel, mais aussi les connaissances. Puis, quelque part aussi, des fois, nos courtiers ont des préférences aussi. On va avoir des courtiers qui ont plus un profil investisseur. Ils aiment ça travailler avec des investisseurs, ils aiment ça travailler le plex. Il y en a d'autres qui sont comme, moi, je n'aime pas ça toucher au plex. Moi, j'aime plus les condos. Nous, on fait comme, du condo, franchement. Il y a ben trop de paperasse à aller. Puis, fait qu'on essaie aussi d'arrimer ça pour que le courtier ait du plaisir à faire son dossier. Mais bon, oui. C'est pas mal ça, oui. Exact. Il y a aussi, je pense, une réalité où l'immobilier, c'est pas facile. C'est difficile. Et il faut que tu le fasses par passion. La réalité des choses. Tu ne peux pas arriver à faire de l'immobilier et dire je m'en vais là juste pour faire des sous parce que 8 courtiers sur 10 lâchent le métier dans 2 ans, c'est pas pour rien. Il y a une raison pour ça. C'est parce que c'est un métier qui est difficile, puis ça prend beaucoup d'efforts pour le peu d'argent qu'on fait dans les premières années. Après un certain temps, oui, on trouve notre terre d'aller, mais c'est une entreprise. Des fois, on oublie que exemple, on entend ça, je voyais les réseaux sociaux dernièrement, les revenus X, Y, Z, wow, rouler sur l'or, mais c'est une entreprise. C'est pas ça qui reste dans mes poches. À la fin de la journée, il y a des dépenses. À la fin de la journée, il y a une partie de tiers qui s'en va à l'impôt pour ça, puis ça descend, il en reste pas énormément. Mais des fois, c'est ça qu'on oublie en tant que courtier immobilier. Écoute, la moitié de nos revenus, moitié du chiffre d'affaires, ça en va payer les dépenses, là. Plus l'équipe grossit, plus tu as des dépenses. Puis, tu sais, on aime ça aussi, garder une espèce d'esprit d'équipe, le fun. Fait qu'on fait des sorties. Tu sais, quand tu payes la cabane à sucre pied de cochon, là, toute la gang, c'est comme quasiment plus qu'un party de Noël, tu sais. Mais c'est le fun. C'est un moment pour tout le monde de reconnecter ensemble. De reconnecter. Parce qu'il y a ça aussi, une équipe immobilière. Tu n'es pas tout le temps en train de travailler avec tout le monde dans l'équipe. Tout le monde travaille, tu sais, avec le chef d'équipe ou avec des fois d'autres courtiers sur d'autres mandats, mais c'est important de créer des moments pour tout le monde connecter ensemble, pour partager ses histoires, partager ses mauvais coups de la semaine, apprendre des autres. Mais c'est ça, tu sais, tout le monde, quelque part, travaille un peu, je veux dire en solo, pas nécessairement en solo, mais... Mais t'as le côté travailleur autonome, tu sais, je veux pas...
les transactions que moi je fais, ben c'est moi qui ai fait, c'est pas tout le reste de l'équipe qui est fait, c'est moi qui travaille dessus, c'est mon expérience qui augmente avec tout ça, puis qu'eux, ils n'ont pas nécessairement avec cette transaction-là, qu'ils vont avoir avec leur transaction. Il y en a qui en font plus, qui en font moins, parce que leurs objectifs aussi, des fois, sont différents. Fait que c'est de faire ces activités-là, comme aller à la cabane à sucre ou quoi que ce soit, de reconnecter ensemble. C'est pas tout le monde qui est au bureau à tous les jours. Je sais pas si vous avez des bureaux physiques, mais c'est pas tout le monde qui est au bureau à tous les jours. Il y en a qui vont être là toute la semaine d'après, il sera pas là. Vice-versa. Puis on est une équipe. Le mot équipe, c'est de travailler ensemble aussi, veut pas. Si on se voit pas pendant je sais pas combien de temps, ben, on est... Oui, mais comme Dominique, tu disais tantôt, je pense que les gens oublient qu'il y a des dépenses rattachées à faire vivre une équipe immobilière. On en a parlé rapidement. Nos bureaux... Mais ça dépend, c'est quoi ton modèle d'affaires aussi. On est un peu sur le modèle d'affaires traditionnel du chef d'équipe qui prend en charge pas mal toutes les dépenses. Puis les courtiers qui se font confier des mandats, mais qu'il faut qu'ils closent. Fait que oui, on a plein de choses. Là. Mais il y a tellement de structures maintenant disponibles sur le marché pour un courtier qui chercherait une équipe. On a des modèles traditionnels, on a des modèles où ils ont même les rendez-vous, tout est fourni, puis ils arrivent là. Je pense que c'est que le courtier, il faut qu'il choisisse le modèle qui fait du sens pour lui. Mais en tant que chef d'entreprise de votre côté, c'est de voir celui qui fait le plus sens aussi à long terme. Puis souvent, un élément qu'on oublie, c'est vous, votre côté... votre vision à long terme, est-ce que vous vous voyez encore pendant les 15 prochaines années dans des cuisines? Est-ce que c'est où vous voyez votre entreprise? En tout cas, au moins, je vois encore qu'on va travailler ensemble. On va encore habiter ensemble. Écoute, si on doit passer après la première année, là, on est correct. Non, mais sincèrement, j'ai 51 ans, je me vois encore faire ça pendant encore 15 ans. Mais je vais faire du pouce sur le fameux modèle d'équipe puis les dépenses. Tu sais, Sutton, il n'y a pas énormément d'équipes. C'est beaucoup dans un modèle du courtier solo. Fait que, tu sais, nous, quand on a décidé de se partir en équipe puis d'être un... Tu sais, moi, quand je suis arrivée, là, j'ai revu ne serait-ce que le contrat de collaboration qui tenait juste sur une page. Puis j'ai fait, OK, il y a comme tellement d'affaires qui n'ont pas été déterminées d'avance. Fait que j'ai fait, OK, on va retravailler le contrat d'équipe au complet. Mais tu sais, je demande au directeur d'équipe, au directeur d'agence, as-tu un modèle de contrat d'équipe? Non. OK, appelle Sutton Québec. Avez-vous un modèle de contrat d'équipe? Non. Au Québec, c'est pas très, très développé. On le voit dans certaines maintenant. agences, oui. Chez Remax, il y a énormément plus qu'avant. Quand vous avez commencé, commencé, vous étiez avant-gardiste, il n'y en avait pas. Maintenant, c'est un peu... Mais c'est ça. Mode, on a bâti nos principes, nos façons de faire, puis notre modèle un peu sur le tas. Essai-erreur. On a fait des amendements au contrat en cours de route parce qu'on voyait que des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Puis aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça soit rentable aussi pour nous en tant qu'entreprise. C'est bien beau, c'est tout payé, mais il faut être rentable. Fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs. Puis on aurait aimé ça. Dès le départ, quand on a commencé se faire coacher par quelqu'un qui a monté des équipes puis dire « Hey, je vais te donner le fast track. » fais ça pour en arriver où ce qu'on est aujourd'hui. Mais c'était pas ça. Tellement qu'aujourd'hui, on se fait plutôt appeler pour se faire, qu'on donne des conseils sur comment monter une équipe. Vous êtes rendu combien maintenant dans l'équipe? 8 courtiers avec 2 adjoints. 3? Oui, c'est ça. Même 4 avec Stacy. Oui, avec une contractuelle. Oui, c'est ça. On a 2 adjoints, 2 contractuels. Mais on est toujours un peu... À chaque année, on atteint comme un milestone. Tu sais, là, cette année, on a une de nos courtières qui est devenue un peu notre coordonnatrice aux opérations, qui a gardé son permis. Mais on voulait amener ça à un autre niveau, là. Tu sais, vraiment vérifier contrat, vérifier la conformité. Toujours sur le même principe. Tu sais, les valeurs qu'on met de l'avant, c'est beaucoup l'excellence, le service client, la disponibilité. Fait que vraiment, on veut pas... on veut arriver avec quelque chose qui est bien fait et tout. Fait que Cynthia, c'est un peu pour ça qu'elle a pris aussi ce changement, cette dynamique-là. Puis je pense que ça fonctionnait bien aussi avec ce qu'elle voulait dans la vie maintenant. Un horaire plus stable. Oui. Mais pas en laissant de côté non plus le courtage pour autant, là. Puis nous, ça faisait notre affaire parce qu'on était rendus là. Elle connaît déjà votre business en plus. Elle est déjà dedans. Exactement. Oui. Puis c'est le fun aussi d'avoir comme un courtier qui est du côté admin parce que ça nous déload beaucoup. Les autres courtiers, surtout les nouveaux qui sont rentrés, c'est comme
il l'appelle elle en premier. Ben oui. Avant de nous appeler nous pour des trucs qui sont pas nécessairement... Comment je rédige cette clause-là ou des... Exactement. Fait que pour nous, c'est un peu... on gagne un peu de temps comme ça aussi. Je vous lève mon chapeau parce qu'un des premiers milestones, je pense, c'est le 5 courtiers dans une équipe. Aussitôt qu'on monte un petit peu en haut de ça, c'est une gestion d'humain qui est beaucoup plus grande. Puis, des fois, il n'y en a pas beaucoup des équipes, du moins, qui ont 8 courtiers dans leur équipe. Souvent, ce qu'on va voir, c'est du 2-3 courtiers. Puis, il y a une raison pour ça. C'est que c'est un autre défi de gérer 8 personnes. Puis quand tu as un autre défi quand tu en gères 10-15, puis tu as un autre défi quand tu en gères 30-40, c'est tous des milestones qui sont différents en soi, mais juste d'avoir passé le gap du 5 courtiers, puis que la business continue à grandir, puis que là, vous avez trouvé votre aire d'aller, puis ça va encore de mieux en mieux. C'est un succès en soi. Il y a des plateaux, définitivement. Ouais. L'année passée, on a atteint un plateau. Ouais. Là, on est sur une rampe. Ben, c'est ça. Descendante ou montante? Montante. Non, montante. Mais, tu sais, l'année dernière, on était sur un plateau, sauf qu'on voyait venir le train arriver. Puis déjà, l'année passée, quasiment au mois de novembre, tu sais, à l'automne, où c'était quand même encore un peu plus calme. On l'avait dit. On le savait qu'en janvier. On va être crissement occupé en 2025. Fait que déjà, à l'automne, on était en recrutement. Mais je pense qu'une des choses qu'on est le plus fiers aussi au sein de l'équipe, c'est justement la stabilité. On en a parlé, la première collaboratrice, elle est toujours avec nous. Là, elle va nous quitter dans quelques semaines parce qu'elle va être rendue déjà à son deuxième congé de maternité au sein de l'équipe. Donc, Cynthia qui est là depuis bientôt 6 ans, Gabrielle qui est là depuis 4 ans. Tu sais, il n'y a pas personne qui a fait... On n'est pas une plaque tournante, l'équipe. On a un courtier qui a quitté, mais c'est parce qu'il est rendu au Saguenay. Ben, ça, c'est un autre défi. Je veux dire, le taux de rétention. Une des raisons, moi, de mon changement était justement pour la rétention des courtiers immobiliers parce que dans une équipe, mettons, un peu plus grande, qui est moins familiale, je vais dire comme ça, parce qu'à un certain moment, quand tu es 5, 10 courtiers, c'est très famille, on est très proche, on peut aller, on va manger, mais quand tu es rendu 20, 30 courtiers, t'es moins proche avec tous les courtiers immobiliers, donc il y a moins le sentiment d'appartenance. T'as rendu combien, là? Ben là, on est 18 courtiers. Mais respect. C'est pas la réalité des choses, parce qu'au mois de décembre l'année passée, on était 20 courtiers, mais moi, j'avais annoncé à tout le monde que je faisais un changement d'agence, puis je suis retombé à 8 courtiers. Et là, on a fallu remonter l'entreprise dans laquelle on est aujourd'hui. Parce que la bannière en tant que telle faisait peur à beaucoup de personnes. De notoriété, de signer des... Et pourtant, il aurait dû te faire confiance, dans le sens que ça, Dominique, Samuel, puis c'est ça que je dis aux clients, c'est que... C'est pas la bannière. C'est pas la bannière qui fait le service, c'est les personnes. Mais vous êtes déjà dans cette mentalité-là, mais il y a certaines bannières, pour pas les nommer, puis moi, j'ai été dans une d'entre elles pendant 9 ans de ma carrière, où on met extrêmement l'emphase sur la bannière, puis c'est pour ça que ça fonctionne, puis c'est pour ça que ça roule. Bon, ben on en a plein à dire là-dessus. Puis tu sais, fait que tu sais, quand t'es drillé à ça pendant plusieurs années, ben, c'est sûr que ça a un certain impact. Sans parler de bannière, le point que je veux dire, j'avais pris cette décision-là pour le taux de rétention, parce que ce que je voyais, c'est qu'aux 2 ans, il y avait un roulement. Aux 2 ans, il y en avait un. Sans que. Mais ça, mettons que tu en as 18. C'est time consuming pour vous. Il y en avait un à chaque année qui quittait. Mais c'est pas si pire sur 18. Mais si jamais je pouvais le garder encore 5-10 ans, pourquoi pas? Former quelqu'un, c'est très long. Exactement. Même quelqu'un d'expérience. Fait qu'à chaque année... Ben, faut t'es formes tous, tu sais, veux pas à tes processus ou quoi que ce soit, puis veux pas, souvent les courtiers, ce que j'ai réalisé, ils vont rejoindre l'équipe pour avoir du coaching, pour que ça aille mieux dans leur business ou quoi que ce soit. Ou pour avoir des contrats. Ben, ou pour avoir des contrats, mais ça vient avec le coaching, parce que souvent, si t'es courtier puis t'as pas de contrat, ben souvent, il y a une raison derrière ça. Fait que tu joins à l'équipe pour avoir des contrats, pour avoir du coaching, pour que ces contrats-là, ils closent. Veux pas. Puis à un moment donné, ben... Quand tu fais du coaching tout au long, ben tu te dis, bon, je peux en avoir ailleurs, je peux-tu voir autre chose, tu regardes les autres, tout ça, puis je peux-tu avoir plus de coaching ailleurs ou apprendre des nouvelles choses? Ouais, puis il y a aussi la notion, comme je disais tantôt, on est moins proche. Il y a une réalité qui est là, quand même, quand t'es 20 versus quand t'es 5 à 8, mettons, on est un petit peu plus proche. Puis souvent, la perception des gens, c'est « Ah, ben je donne beaucoup d'argent. J'en donne trop. » Puis, dépendamment des splits d'équipe, nous, on a des splits qui sont à 50-50, à 65-35, etc., qui fait que des fois, les courtiers ne se rendent pas compte des dépenses
qui viennent avec. Puis ils se rendent pas compte. Ils disent « Ah, mais je te donne 50% ou je te donne 35%. Ou 25. Oui, mais tu as tout l'encadrement. Mais c'est pas tout le monde qui le comprend. Qui le comprend, qui le voit, ou qui veulent le voir. Parce que dans leur perception à eux, c'est « je l'ai donné. C'est à cause de moi si vous faites des sous. » C'est à cause... Puis c'est là où un des défis, à un certain moment que moi j'ai dû rencontrer, ça a été comment j'éduque mes courtiers sur une réalité de gérer une entreprise, puis comment je leur montre à le faire s'ils veulent le faire, pour qu'ils puissent comprendre la réalité qui vient avec. Ouais. Je veux pas, ça amène à une question. Quand tu étais toute seule avant de démarrer l'entreprise, tout ça, tes marges ressemblaient à combien en pourcentage? Ben, pas mal meilleur que maintenant. Exactement. Oui, mais j'avais pas le temps. Fait que là, je pense que Samuel, la question que le temps, c'est de l'argent aussi. Je pense que dans l'immobilier, de l'argent, c'est bien, mais si tu ne vois pas tes enfants, pour moi, c'est un no-go. Ben, c'est sûr. Donc là, oui, j'avais plus d'argent. Je pense que je faisais plus d'argent. Seul, t'en faisais pas plus qu'aujourd'hui en équipe, mais seul, t'en fais, mettons, au prorata, là. Oui, mais attends, la comparaison devrait être seul année 1, mettons seul, puis année 1 équipe, mettons. Ouais. L'année 1 équipe, mais écoute. plutôt en marge nette, par exemple, parce que c'est bien beau, les courtiers, c'est ça qui arrive, c'est qu'on parle tout le temps du brut. Hey, les lui a fait sont ça. donnés sur le gros les trophées, c'est sur le brut, tout ça. Mais tu vas avoir des courtiers qui vont faire 2 millions, puis ils vont faire 200 000 de net. Tu vas avoir des courtiers qui vont faire 500 000, ils vont avoir 300 000 de net. Ouais. Puis il y a cette nuance-là aussi qu'il faut prendre en compte. En ce moment, on est pas mal à du 40 là. Ouais. Après impôt, peut-être 30 là. Ce qui est des excellentes marges, parce que moi, j'ai rencontré des équipes qui étaient dans du 10 à 15 de marge nette, qui n'est pas un modèle viable à mon sens à moi. Non, tu peux pas. Tu es esclave de ta business, mais c'est quand même une réalité. Puis si on compare avec d'autres industries, la restauration, ils ont des marges de 5 à 7 Si on s'en va dans des marges de la construction, c'est du 10 par année. On a une opportunité dans le courtage d'avoir des plus grandes marges. Ben, c'est une entreprise de service. L'entreprise de service, c'est ce qu'il y a de plus lean à gérer. C'est des salaires, puis un peu de pub, puis après ça, c'est des dépenses de bureau, mais tu sais, c'est quand même facile à gérer. Puis c'est une question mathématique, c'est pas compliqué. Là. Tu veux faire plus de marge, ben tu as deux façons de faire ça. Tu baisses les dépenses, tu augmentes les revenus. Fait que nous autres, on s'est dit, on va pas nécessairement baisser les dépenses, on va quand même checker, parce que des fois, ça fait passer des petites vites, là, genre, hey, on sait qu'on a payé deux fois la même facture. Ça arrive. Ça arrive. Ouais, c'est ça. J'assume. Il se sentait généreux cette semaine-là. Je donne un exemple un peu drôle, là, mais oui, c'est déjà arrivé, mais on se dit plutôt, ben, faisons augmenter les revenus. Puis là, après ça, dans une équipe, tu as deux façons d'augmenter tes revenus. Ou bien tu amènes tout le monde à faire plus de cash, ou bien tu augmentes ta production. Mais c'est ça, soit tu augmentes ta production collectivement, ou bien tu augmentes tes frais d'équipe. Mais il y a deux façons de voir par exemple, ça. Martin a amené un bon point, c'est le temps. Si tu veux augmenter tes revenus, c'est soit toi, tu es plus dans des cuisines à faire des contrats, fait que tu passes plus de temps à travailler, soit tu passes plus de temps à coacher ton équipe à faire plus de revenus, ou soit tu augmentes tes marges, puis là, ben, est-ce qu'ils vont rester, est-ce qu'ils vont pas rester? Si tu n'augmentes pas ton service, qui est tes dépenses pour tes courtiers, puis tu augmentes tes marges, ben après ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va rester ensemble? Puis il y a deux choses. Il y a montrer à pêcher, mais il y a aussi montrer à closer. Parce que c'est complètement différent. Exactement. Fait que c'est bien beau, tu sais, ramasser des contrats, puis signer, bon, ben j'ai un CCA, je te le donne. Bon, pour le commun des mortels qui va nous écouter, un contrat d'acheteur. Mais ben oui, tu sais, tu signes un contrat avec un acheteur, puis tu le confies à quelqu'un dans l'équipe, ben, il faut qu'il close. Il faut qu'il close, que ça y prenne pas trop de temps, parce que plus tu gardes un contrat plus tu dois faire des suivis avec. Plus tu dois faire des suivis avec. Puis à un moment, ton taux horaire diminue. C'est ça. Puis à un moment donné aussi, tu es saturé. À un moment donné, tu sais, avec des acheteurs, tu peux pas en prendre 4-5 en même temps. Qu'est-ce que tu vas faire de tous tes week-ends? Tu vas accompagner 6 acheteurs samedi puis dimanche? Donc, moi, je n'accompagne plus d'acheteurs, à l'exception d'amis. Tu viens d'en closer 2. Oui, je sais, mais c'est des anciens clients qui m'ont appelé. Mais sinon, j'ai vraiment la tendance... Des fois, les clients deviennent des amis, je t'avertis maintenant. Oui, mais les pires clients, des fois, sont des amis à la base avant de devenir des clients. Ça, c'est une autre histoire. La famille. Et la famille. Mais vraiment, je donne les acheteurs en me disant... je n'aurai pas le temps de m'en occuper. Donc, je fais un choix éditorial de me dire,
Est-ce que la transaction va être intéressante? Oui. Est-ce que la commission va être intéressante? Mais je suis plus à regarder la commission. Je suis vraiment en train de me dire, est-ce que je peux lui donner du bon service? Puis si la réponse est non, je le donne. Puis bon, il y en a un qui me rappelle, il dit, écoute, je veux vraiment que tu m'aides. Puis en plus, on me dit, Martin, je te promets, je vais te déranger juste 2 jours, mais je vais trouver après. OK. On va le faire. Mais, tu sais, on en a parlé tantôt, là, Samuel. Là, le temps, pour moi, c'est beaucoup plus important maintenant. Oui, puis on est rendu à une étape aussi où on est capable, des fois, de choisir les mandats sur lesquels on veut travailler. Oui. Puis, c'est ça, c'est le fun. Quand tu commences, là... Tu prends tout. Tu prends tout, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir après. Puis t'as peur d'en manquer aussi quand tu commences. Ouais. Là. Mais il y a une réalité, c'est parce que vous êtes rendu là. Oui, exactement. Mais on a trimé dur. Avez-vous des fois des courtiers dans l'équipe qui sont pas rendus là puis qui sélectionnent ou ils sont un peu plus difficiles? OK. Bon, on n'a pas abordé la question de la location encore, là. Ouais. Mais ça c'est un peu une échine dans le pied. C'est comme ça qu'on a fait Non, ça, mais c'est parce que des fois, il y a des clients, il y a des courtiers qui vont dire, faire de la location, c'est pas payant. C'est time consuming. C'est time consuming, mais moi, mais je le vois vraiment comme étant, tu mets le pied dans la porte. C'est un service client. Ben oui, parce que nous, notre transformation des locataires, si on peut avoir un taux de conversion de 50 en acheteur 2 ans plus tard, on est en business, là, notre pipeline est rempli. Là. Ouais, tu t'assures de la business pour plus tard. Moi, ce que j'arrête pas de leur dire tout le temps, là, voyez la location comme une dépense marketing qui s'annule. Ça te rapporte un certain montant. C'est vrai que c'est pas énorme, mais c'est du quick cash. Une location, tu règles ça en 2 semaines. C'est fait. T'es payé en 3 semaines. T'es payé tout de suite. T'attends pas. C'est quand même rapide. Mais c'est que tu remplis ton pipeline. En accompagnant quelques locataires ou même le propriétaire locataire, ben tu es en train de remplir ton pipeline. Ça t'a pas coûté d'argent, de développement, de marché, de marketing, mais tu es en train de remplir littéralement ton pipeline. C'est sûr que sur le coup, ça peut être des fois time consuming. Tu en as fait des visites. Puis là, finalement, tu calcules ça puis tu fais comme, ouais, OK, j'ai fait 25$ de l'heure, là. J'ai pas payé mes impôts. J'ai pas payé mes impôts, mais. Je sais, mais. Moi, tu vas être content quand ce client-là te rappelle 2 ans plus tard, puis il dit finalement, on attend un enfant, on va acheter une maison, puis finalement, ils ont eu des promotions. À toi, tu m'as donné du bon service. Là, ils ont un budget de 800 000. T'es comme. Et là, t'es en business. Mais oui, à ta question. Là, on doit faire des roulettes des fois à l'interne pour dire, ben cette fois-ci, ce mandat-là, c'est toi qui l'as. On va faire un choix éditorial. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait de locataire, tu vas en faire un. Tu parlais de la garderie tantôt, je ne sais qui parlait de la garderie. Là. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, la location, des fois, c'est un peu, ça vient un peu chercher le petit côté enfant gâté, là. Pourquoi j'ai encore un dossier de location? J'ai ça, faire ça. Il va vous compter. Mais on en fait nous-mêmes, des fois encore. Moi, j'en prends des mandats, là, parce que je sais que ce client-là va closer, puis je vois le potentiel dans 2 ans. Chaque année, j'arrive personnellement à convertir 7 à 8 locataires en vendeurs. Puis les gens s'en rendent pas compte, mais on sait jamais à qui qu'on a affaire. Tu parles de propriétaire qui te confie sa location? Non. J'ai un listing de location à louer. Okay, le locataire m'appelle et c'est un nouveau locataire que je connais pas. Il m'appelle, puis je me rends compte que finalement, il y a une propriété. Puis il veut vendre une propriété. 7 à 8 par année. Et je sais pas combien que je pourrais compter qui nous appellent. Juste hier, j'en ai signé un. Il voulait pour louer. Puis finalement, on signe un CCA, puis on s'en va acheter à la place de louer. Mais on ne sait jamais à qui qu'on fait affaire. Puis la meilleure étape, je peux dire, j'ai un beau parc immobilier que je suis propriétaire, puis je suis moi-même locataire d'une propriété. Oui, j'avais vu On ne sait jamais avec qui on a affaire. C'est ça. Des fois, l'appel, tu sais, prendre l'appel, puis quelqu'un qui t'appelle sur une propriété. Faut que tu le qualifies, faut que tu fasses du small talk, faut que tu comprennes. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? As-tu déjà été propriétaire? Ben, une de mes clientes en ce moment, là, elle a été propriétaire 3 fois. Là, elle est en location. Mais c'est ça dépend du cycle de vie. T'as-tu eu une séparation récemment? Des décisions financières de la personne. Aussi? Et moi, j'en ai des clients à moi qui ont fait le même un peu parcours que moi, qui ont des parcs de 200, 300 logements, qui sont locataires. Pourquoi? Financièrement, c'est plus avantageux. Ça dépend de ce qu'ils veulent. Fait que, tu sais, ce que je dis toujours à mes courtiers, c'est arrêtez de juger la personne, vous savez pas. CRM, ils le voient avant d'appeler, ils sont ça c'est pour une location. Je sais, mais on essaie vraiment d'éduquer. La pédagogie, on dit souvent, c'est l'art de répéter. C'est de la référence aussi. Oui. Moi, là,
Ben, la madame là, à Saint-Michel, là, quand. Madame Poon. Oui, c'est ça. Ben, elle l'écoutera pas, ce podcast-là, de toute façon. C'est pas son genre. Mais tu sais, c'est notre ancienne adjointe de bureau qui me l'avait référé parce que c'était une amie de sa mère, puis elle avait de la misère à se trouver un locataire. Mais tu sais, c'est un petit logement, 3,5 dans Saint-Michel. On s'entend, c'est le genre de logement à 1000$, là. Puis là, j'ai fait, je vais y rendre service. Je le fais pas pour l'argent, clairement pas. Je vais y rendre service. Bon, on m'a confié le deuxième logement à côté. J'ai acheté une maison avec son fils. Puis elle a dans l'idée éventuellement de vendre son plex puis de s'acheter une maison. Fait puis elle me réfère à du monde. Fait que, tu sais, cette petite location-là à 1000$ va m'avoir amené peut-être 500-600 transactions. Puis, ce que des fois, les jeunes courtiers, parce que on a, comme tu dis, des fois, on a beaucoup d'appelés, peu d'élus, là, des courtiers qui nous appellent pour joindre l'équipe, puis tu le vois tout de suite, les intentions ne sont pas à la bonne place. Quand tu leur parles de location, c'est tout de suite là qu'on est capable de les saisir. Là. Ils sont comme, c'est pas des gros montants. Mais le propriétaire qui t'appelle pour louer, là, il est quoi dans la vie, lui? C'est un propriétaire. Ouais. Y a-tu juste ce plex-là? Il y en a peut-être 5 autres. Tu le sais pas. À un moment donné, il va arriver à un certain âge où ça ne tentera plus d'en gérer, il va commencer à les vendre, va peut-être vouloir acheter d'autres choses. Il connaît d'autres mondes. Ben, c'est pour ça qu'on dit souvent, on répète aux collègues dans l'équipe, puis je dis même aux autres courtiers, on fait pas du transactionnel, on fait du relationnel. Puis la relation, qu'elle soit un locataire, tu le dis, il va se transformer. Il va faire d'autres choses. Puis quand tu as un locataire à 22 ans, il ne restera pas locataire encore bien longtemps. Il va vouloir acheter, puis il va penser à nous. On a eu du bon service. On a été présents. Puis comme tu l'as dit, c'est là, j'aime beaucoup ce que tu dis, on rend service. Puis ça, des fois, les gens l'oublient. Ah, les courtiers, vous êtes vraiment juste là pour l'argent. Hey, le nombre de fois qu'on ne fait pas d'argent, mais par contre, on a le sentiment que la job a été faite. Moi, je dors bien le soir parce que je me dis, ces personnes-là, je les ai aidées. Pas en fonction... On est tous payés. On gagne très bien notre vie, mais on a investi beaucoup de notre temps. Ça, je suis d'accord. Mais ce genre de transactions-là, moi, je les aime parce que je me dis, comme tu le dis tantôt, Dominique, c'est que tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Puis j'en ai eu des très belles surprises. Est-ce que j'ai eu des moins bonnes surprises? Définitivement. Définitivement. Mais on a tout le temps eu des beaux résultats. C'est une job de relationnel. C'est une job de résolution de problèmes. Tu viens... On est conseillers matrimoniaux, on est conseillers en aménagement. On a toutes sortes d'anecdotes. Là. Le couple qui se laisse devant toi pendant que tu es en train de faire une évaluation de la propriété. Puis qui te confirme. Ouais. Oui, c'est ça. C'est comme la discussion a lieu là, dans le couple là, pendant que tu es là. Qui t'annonce, OK, fait que là, on vend parce qu'on se sépare, right? OK, on signe. Ouf, c'est gros. Oui, c'est ça. Les chicanes de couple, des fois, on a vraiment pas le choix d'être vraiment 2 courtiers pour gérer la vente parce qu'il y a le chum qui parle à Martin puis il y a la blonde qui parle à l'autre. T'sais. Puis là, en plus, imagine, Dominique, toi, t'en as 18 qui vont t'appeler pour te dire « Hey, j'ai rencontré tel client, tel problème. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben oui. Puis c'est toujours le plus gros problème qui a jamais existé. Exactement, exactement. Puis, tu sais, avec la conciliation travail-famille, nous, on a une règle qu'on a dit aux membres de l'équipe, entre 5h30 puis 8h30 le soir, je me transforme en papa. Tu m'appelles pour une urgence monumentale, autrement, ça peut attendre après 8h. Ça va attendre après 8h30. Parce qu'à un moment donné, tu sais, je veux que mes filles me voient à un moment donné. Là, tu sais, qu'ils ne te voient pas assis sur le sofa en train de parler au téléphone pendant 2 heures. Là. Non, ça, je veux pas ça. Donc, Question de clore un peu le sujet aujourd'hui. Ce serait quoi un conseil que vous donneriez à un nouveau courtier qui voudrait, ou une nouvelle personne en affaires qui veut se lancer à l'eau pour sa 2e carrière de courtage? OK, quelqu'un qui veut se lancer Mettons qu'il voudrait se lancer à l'eau, ce serait quoi un conseil que vous lui donneriez? Pense-y comme il faut. Mais voyons. On l'a dit au tout début, je pense qu'il faut avoir quand même tu sais, puis je sais pas si c'est possible pour tout le monde, mais d'avoir un certain coussin financier, parce que de se lancer entrepreneur, vous le savez, en tant que courtier, des fois, l'entrée d'argent peut prendre énormément de temps. Mais c'est quand même pas si long que ça. Je sais. Parce que, tu sais, on n'avait pas parlé tantôt, mais avant d'être courtier, tu le sais, à un moment donné, j'avais eu mon épisode où j'avais été faire mes cours d'entrepreneurship, là, puis j'étais en train de monter un plan d'affaires pour une autre compagnie, mais dans le manufacturier. Tu sais, j'avais fait mes chiffres, puis j'étais pas rentable. J'arrivais pas, genre, à mon point de rupture avant 3 ans. Oui. Puis pendant ces 3 années-là, c'était juste
l'investissement de cash, de l'investissement de cash, l'investissement de cash. Le coussin part vite dans ce temps-là. Tu sais, si tu es quelqu'un qui est capable de te structurer, d'avoir aussi une hygiène de vie, puis ça, c'est toujours notre défi, là, même après tant d'années, là, d'avoir une certaine routine. Mais si tu es capable d'être structuré, c'est quand même une job où tu peux te rentabiliser quand même rapidement. Si tu es capable d'être structuré puis de travailler fort. Tu sais, de se dire, ça prend 6 mois avant d'avoir tes premiers revenus, ben c'est quelle autre entreprise là, que c'est comme ça? En TI, les entreprises sont déficitaires pendant 5, 6, 7, 8 ans. Puis ça prend des injections de 400, 500 000, des fois même 1 million, avant que ça commence à être rentable. Tu sais, Uber, là, ça a été déficitaire pendant combien d'années? Ça, en courtage, t'es travailleur autonome. Fait que ça dépend de toi. Ouais. Si ça fonctionne, si ça fonctionne Les pas. maîtres des décisions. Exact. As-tu la fibre entrepreneuriale aussi? Tu l'as ou tu l'as pas? Je pense qu'à un moment donné, tu l'as dit tantôt, la statistique qu'après X nombre de temps... 2 ans, 8 sur 10 quittent. Ben encore, dans mon cours de courtage, on est peut-être sur 30, peut-être 5 qui sont encore courtiers. Oui. On en a eu une courtière dans l'équipe au tout début qui était excellente, mais qui a quitté parce que ça y causait une espèce de stress financier de ne pas avoir des revenus qui étaient récurrents. Ça, je pense aussi, il faut que tu sois de nature pas dépensière. Il faut que tu sois bon avec ton argent. Puis il faut que tu sois capable de... Je pense que ma femme elle va écouter ça, c'est bon. Oui, non, à un certain niveau, tu peux l'être. Mais tu sais, aujourd'hui, on est structuré comme une entreprise, une incorporation. Fait qu'on se verse un salaire, fait que, on a une certaine constance. Puis on se verse, tu sais, il faut être lean dans ce qu'on fait aussi. Il faut se dire, j'ai besoin d'un certain minimum pour vivre. Tout le reste, ça va être de l'extra. Pour des investissements. Que je vais pouvoir investir. Puis qu'à un moment donné, je vais pouvoir me dire, hey, j'étais assez confortable que je fais ça juste pour le fun. Je pense qu'il faut arriver avec ce mindset-là. Il faut être capable de se faire un peu un plan d'affaires. Fait que n'importe qui voudrait faire le saut, ben pourquoi pas aller faire le tour des agences, rencontrer d'autres courtiers, de voir comment ça se passe. Petite journée d'essai. Ben oui. Au téléphone. Aujourd'hui, puis on fait ça en passant avec des étudiants. On en a eu là, des étudiants qui sont venus dans nos réunions d'équipe. Et qui ont été déçus. Ils s'imaginaient qu'elle allait avoir Selling Sunset, les filles botoxées, les hommes en veston cravate et en format slim. Not me. Pauvre fille est arrivée, elle dit je pensais que vous seriez tous habillés chic. Ben, quand on rencontre des clients, oui, on se met un peu plus. C'est vendredi coton et au bureau, tu sais, c'est comme. Mais non. Puis t'as une inspection, je veux dire, t'arrives pas comme comme Gab à sa première journée, en souliers crocodile, en plein hiver lors d'une inspection. Il était prêt. Il était prêt. Là, il aimera pas ça parce que. Mais c'est pas grave, on l'aime beaucoup, Gabriel. Ouais, mais c'est ça. Quelqu'un qui se lance là-dedans a besoin de voir un peu ce qui se passe autour. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est tellement facile avec tous les podcasts, les vidéos. Mais faire attention aussi parce qu'on projette beaucoup le côté bling-bling, le côté apparat. Puis... T'as vu mon dernier vidéo sur mon rap? Ah, mon Dieu, c'était drôle, ça. Bling-bling, non? Oui, j'ai vu. We sell it like... c'est ça. They don't sell like us. Oui, they don't sell like us. Ouais. C'est quand même faut en rire un peu des fois. Il faut savoir rire de nous, ça, c'est ça. Puis, je pense que les gens apprécient. Quand on rencontre un nouveau client puis qu'ils se rendent compte qu'on est monsieur, madame, tout le monde, on est capable de faire un sac, on est capable d'arriver puis de comprendre la situation. Pardon. Les gens nous voient comme étant des personnes authentiques. Ah, mais tu sais, je m'attendais à... Vous attendiez à quoi? Je suis devant vous, tu sais, puis... La CM, j'ai faite il y a 3 semaines, là, le monsieur qui a dit « Hey, je suis vraiment contente de vous avoir rencontré. J'avais peur au début. Je pensais que vous alliez me forcer à vendre, ça. » Ben voyons. Donc. Je force pas personne. Vous m'avez demandé de venir vous rencontrer. Je vous ai donné toutes les options. Puis moi, ce que je pense, c'est que vous devriez la garder encore pour un petit bout. J'ai carrément dit ça. J'ai dit, ça fait pas de sens pour vous de vendre tout de suite. Puis, mais, tu sais, je pense parce qu'on est aussi confortable financièrement dans le sens que j'ai pas besoin de sa vente pour réussir. Ça fait une différence de comment tu vas guider le client. La plupart du temps, quand tu montres toutes les options, c'est une décision rationnelle souvent à la fin de la journée. Là, c'est mieux de le faire tout de suite à cause qu'on sait ça. Sinon, garde-le pendant tant d'années, tu vas être capable de potentiellement avoir ça. Quel que tu as besoin. Lui ou lui.
C'est une réalité, mais c'est parce que maintenant vous êtes confortable, parce que souvent j'ai cette conversation-là avec différents courtiers un peu partout. Puis pourquoi tu l'as pas convaincu? Mais c'est pas ça ma job. Ma job, c'est de le conseiller, c'est pas de le convaincre. C'est de le conseiller, c'est de lui donner les outils, de lui donner l'expertise pour que lui vienne en prendre une décision. Mais je pense que tu as dit les mots-clés, c'est parce que on est rendu là dans la carrière où les sous sont un petit peu moins... Mais je l'aurais pas fait même en début de carrière. Non, mais je parce que vois... ça aurait été contre nature pour moi. Oui, mais il y a des gens que je le vois. Puis je comprends le motif parce qu'ils ont aussi une famille à nourrir, puis ils ont aussi des trucs, puis c'est ça que je trouve qui est dommage. Puis là, je rouvre pas une autre parenthèse, mais tu sais, je regarde un peu comment il y a certains courtiers qui se font, je vais dire, bâcher ou rentrer dedans ou autre par différents organismes ou autre chose, puis je me dis, mais je pense que vous attaquez peut-être pas les bonnes personnes, c'est les gens que vous devriez peut-être avoir un œil dessus sur le volet transparence dans une transaction. C'est pas les courtiers qui font beaucoup de transactions par année, mais plutôt des fois ceux qui en font peut-être beaucoup moins. Je rouvre pas la parenthèse, mais pour dire... Ça va être off the record. Ben c'est ça, juste pour dire que ceux qui ont la chance d'avoir une belle entreprise, c'est un no-brainer pour eux. Là. C'est comme non. Aucun avantage. À tous les jours, on dit à des clients, regarde-les, ou tu as un investissement. J'ai un client qui m'a appelé la semaine passée, je veux vendre mon 6 logements. Pourquoi? Ben, c'est ça que j'ai dit, ben voyons, on va le refinancer, on va acheter un autre, puis that's it. Non, mais je suis tanné de gérer locataire, pas de trouble, compagnie de gestion, garde-les, il y a d'autres solutions. Là. C'est ça, c'est de la résolution de problèmes. Mais c'est de la valeur ajoutée aussi qu'il faut qu'on donne. C'est de leur apporter des solutions qu'ils n'ont peut-être pas pensé ou qu'ils ne connaissent pas. Parce que nous, on a cette expertise-là en immobilier, de lui présenter toutes les options possibles. De le garder, de le vendre, de le refinancer, de le donner en gestion, de faire quoi que ce soit. Puis que lui, après ça, tu y aides détailler chacune des solutions. Puis il dit, ben, je veux celle-là, je veux celle-là, je veux celle-là. Mais ça, je pense que les gens, tu viens de le dire, c'est que peut-être quand ils nous appellent ou qu'ils nous voient, ils nous perçoivent comme étant soit des acheteurs, soit des vendeurs. Moi, je me vois comme un conseiller en immobilier. Puis quand que la personne t'appelle, puis je suis content d'entendre ça, tu as trouvé d'autres pistes de solutions. Puis oui, ton locataire, il te tape ses nerfs, on va t'aider. On va te la faire, ta location. On va te faire, la négociation. Puis c'est là que je trouve qu'on a vraiment une place à prendre. C'est qu'on n'est pas juste des vendeurs puis des acheteurs. On est des gens qui vont être là du début jusqu'à la fin. Puis quand on fait ce type d'accompagnement-là, j'en suis persuadé, tu te fais rappeler en te disant « Hey, je t'ai référé à quelqu'un parce que j'ai aimé ton service. Quand tes clients font de l'argent, d'habitude, ils te réfèrent après. Exactement. Exactement, oui, c'est ça. Ou que tu les as aidés à sortir d'une situation problématique, quand tu as rendu service. Puis que ça a été positif au final. Mais je pense que c'est ça que ça prend. Quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, je pense qu'il faut être un peu un minimum altruiste. Il faut être persévérant. Il faut avoir la passion, là. Puis il faut être structuré pour être entrepreneur. Parce que tu fais tout. Hein? Au début, là... Tu portes tous les chapeaux. Tu portes tous les chapeaux. Tu es un homme orchestre. Définitivement. Puis, tu sais, je veux prendre une petite seconde pour vous remercier d'être venu partager comme un livre ouvert, d'être venu donner votre expertise. Et puis, pour ceux qui écoutent le podcast, prenez le temps d'aller le réécouter, prenez le temps d'aller arrêter, pause, prendre des notes, parce que des fois, on le regarde vite ou on le regarde, on l'écoute rapidement. Mais il y a des pépites d'or dans ce podcast-là. Fait que pour vous suivre, c'est où qu'on peut aller vous suivre en ligne? C'est plus Facebook, Instagram? Instagram. Ouais. Martin Dumont, je suis chanceux, il y en a juste un qui est courtier immobilier. Donc, quand on tape... parce que, tu sais, les Lamarre, il y en a deux. Tu sais, donc, tu peux arriver au... Il y en a juste une. Exactement, mais martindumont.ca, c'est pas mal the place to be. Merci beaucoup. Hey, merci beaucoup, messieurs. Yes. Merci.